Bon, après avoir une idée claire concernant le JavaScript et les codes qu'on a vus pour bien comprendre comment ça se passe au niveau du navigateur qui interprète le code qu'on a créé dans le Notepad++ ou bien dans le bloc-notes ou bien dans n'importe quel autre logiciel. Maintenant, on va voir les tableaux. Les tableaux, ce sont l'un des choses qui sont très importantes pour le JavaScript. Après avoir les variables, les boucles, etc., maintenant on passe à les tableaux. On commence. On va commencer par l'introduction qui contient le rôle du tableau. Bon, imaginez que vous souhaitiez informatiser la liste de tous les films que vous avez vus récemment. Une première solution serait de créer une variable par film. Comme dans cet exemple, on a un code qui est créé comme ça. Quand film 1, le lot de Wall Street, vice versa, babysitting, c'est un exemple. Et après, si vous êtes Zenifel, vous risquez rapidement de vous retrouver avec un grand nombre de variables dans votre programme. Le pire, c'est que toutes ces variables sont entièrement indépendantes. Il n'existe aucun moyen pour. Par exemple, afficher la liste complète des films ou rechercher un titre dans la liste. Ça y est, on a fait ça pour bien démontrer le rôle le très important qui sera apparu par la suite. C'est le tableau, mais on a juste là pour bien comprendre cet exemple. On peut stocker tous les titres dans une unique chaîne de caractères en choisissant un caractère pour délimiter les titres. Bon, on a ce code-là, ou bien cette chaîne qui risque de devenir exagérément longue et que faire si le caractère délimiteur est également présent dans le titre d'un film, comme c'est le cas ici. On a aussi une autre possibilité qui consiste à regrouper les films dans un objet, c'est celle-là, ou bien ce code-là, le film 1, film 2, etc., etc. Cette fois-ci, les données sont centralisées dans l'objet films. Cependant, les noms de ses propriétés, ça veut dire film 1, film 2, film 3, etc., sont inutiles et répétitifs. À chaque nouveau film vu, il faudra ajouter à l'objet une propriété film n, sans se tromper sur la valeur de n. Ça y est, ce peine de masquer un film déjà présent dans l'objet. Il faudra trouver une solution pour mémoriser l'ensemble ou bien ensemble de plusieurs éléments sans devoir les nommer individuellement. Cette solution existe. Ce sont les tableaux. Ça y est, un tableau est un type de données qui permet de stocker un ensemble d'éléments. Découvrons comment utiliser les tableaux en JavaScript. Ça y est. On va voir par la suite la manipulation des tableaux en JavaScript. Dans ce langage de l'interprétation, un tableau est un objet disposant de propriétés particulières. Et on va voir maintenant comment on peut créer un tableau. Voici comment créer notre liste de films sous la forme d'un tableau, comme ce code-là, const films, le lot de Wall Street, vice versa, babysitting, etc. On crée un tableau à l'aide d'une paire de crochets, comme les autres langages. Tout ce qui se trouve entre les crochets correspondant au contenu du tableau. Les différents éléments stockés sont séparés par des virgules. Avec JavaScript, on peut stocker dans un tableau des éléments de différents types, comme dans l'exemple ci-dessous. Comme cet exemple, on a const tableau, bonjour, c'est un coucou maman, n'importe quoi. Donc l'essentiel c'est comprendre comment on peut créer un tableau en JavaScript. Maintenant on passe à la manière dans laquelle on peut savoir comment on peut obtenir la taille d'un tableau. Le nombre d'éléments stockés dans un tableau est appelé sa taille. Voici comment l'obtenir. Film, const film, le lot ensuite comme on a créé auparavant. Console.log film length. Ça y est, la taille d'un tableau s'obtient en lui appliquant la propriété length. Ça y est, length, bien entendu, cette propriété renvoie
0 dans le cas d'un tableau qui est vide, sans aucun élément. Ça veut dire, ouais. 0, ça veut dire un tableau qui est vide, totalement vide. Quand ce tableau vide, on a un crochet qui est vide, qui est un tableau vide, oui, c'est un commentaire. Donc console.log tableau vide.long. Ça y est. Maintenant, on va accéder à un élément d'un tableau. On va savoir comment on peut accéder à cet élément qui se trouve dans n'importe quel, ou bien dans n'importe quel tableau. Ça y est, on passe. Chaque élément présent dans un tableau est identifié par un numéro, appelé son indice. L'index en anglais, c'est l'indice en français. On peut représenter graphiquement un tableau comme un ensemble de cases, chacune stockant une valeur spécifique et associée à un indice. Voici comment on pourrait représenter le tableau Films qu'on a créé auparavant. Ça y est, on a indice valeur, c'est la case 0, la case 1, la case 2. La case 0, c'est une case dans laquelle on peut trouver cette chaîne de caractères, le lot de Wall Street. La deuxième, vice versa. Et la troisième case, on a Baby Satan. L'accès à un élément s'effectue en plaçant cet indice entre crochets, comme dans l'exemple ci-dessous. Cet exemple, const films, le lot Wall Street, etc., qu'on a créé auparavant. Console.log films 0, le lot de Wall Street, ouais. Console.log film 1 et console.log film 2. L'indice du premier élément d'un tableau est 0 et non 1, comme on aurait pu s'y attendre. Le plus grand indice utilisable est donc égal à la taille du tableau moins 1. Ça y est. Mais bon, utiliser un indice invalid pour accéder à un élément d'un tableau JavaScript renvoie la valeur spéciale undefined. Ça y est, comme on a vu, ou bien qu'on va voir dans ce code-là, const film, le lot, Wall Street, etc., console.log film 3. Undefined, le dernier indice valide est 2. Ça y est, et le troisième c'est indefined. On passe. Parcourir un tableau. Comment on peut parcourir un tableau? C'est ça très important. Un tableau en JavaScript, comment on peut le manipuler, ou bien comment on peut le parcourir. On passe. Il existe plusieurs solutions pour parcourir un tableau, élément par élément. La première consiste à utiliser la boucle for, comme on avait dans les autres langages de programmation, C, Java, etc. Les boucles for, les boucles qui sont répétitives, que vous connaissez déjà. Oui, l'exemple ci-dessous permet d'afficher la liste des films présents dans le tableau. Const film, le lot, je vais répéter le même syntaxe qu'on a fait auparavant. Const films, le lot de Wall Street, vice versa, Baby Satan. For late est égal à 0 et inférieur strictement films.length et plus console.log films et. Ok, donc c'est ça le programme. Avec la boucle for, on fait varier l'indice du tableau de 0, indice du premier élément à taille du tableau moins 1, indice du dernier élément pour accéder aux éléments les uns après les autres. Une autre solution consiste à utiliser la méthode for each sur le tableau. Celle-ci permet d'appliquer une fonction sur chaque élément du tableau. Voici l'exemple précédent, réécrit avec for each. On a le même syntaxe, mais on a juste changé la boucle for par for each. Donc films.for each, films, redirection, console.log film. Okay? Le résultat obtenu est identique. C'est le même résultat. Mais bon, lors de l'exécution, chaque élément du tableau est successivement passé en paramètre à la fonction anonyme, associée à la méthode for each. Donc, comme on a ici, on a une petite remarque.
Et dans cette remarque, on a, il faut juste faire attention à bien écrire pour H avec, avec les parenthèses, avec un E majuscule et à distinguer le tableau ici films de l'élément passé à la fonction ici film. Ça y est, c'est ça, il faut faire attention à cette différence. On voit ici l'intérêt de nommer les variables tableau au pluriel. Une troisième solution pour parcourir un tableau est d'utiliser la boucle for of, introduite dans la dernière version majeure du langage. Il a l'avantage de ne pas nécessiter la gestion d'un compteur de boucle. C'est comme dans cet exemple-là. Const films, le load, Wall Street, vice versa, babysitting. For const film of films, console.log film. Ok? Bon, c'est la troisième manière. Donc, c'est pour ça. On va voir comment on peut modifier le contenu d'un tableau. Ajouter un élément dans un tableau. Donc, l'idée, c'est comment on peut modifier le contenu d'un tableau. Et avant d'accélérer, on va voir premièrement comment on peut ajouter un élément dans un tableau. Ajoutons ce film à notre liste. Const film. Le lot de Wall Street, vice versa. Si vous avez remarqué que j'ai gardé le même exemple pendant toute la présentation. Bon, vice versa, babysitting, film.post, les bronzés. Ajouter le film à la fin du tableau. Oui, parce que si vous avez appelé, on a juste ces trois films. Console.log, films tree, les bronzés. Ça y est, c'est ça le syntaxe utilisé. L'ajout d'un nouvel élément dans un tableau se fait avec la méthode push, avec des parenthèses. Il prend en paramètre l'élément à insérer, qui est ajouté à la fin du tableau. Une autre méthode qui sert à utiliser, qui consiste à utiliser le shift avec bien sûr les parenthèses, permet d'ajouter l'élément au début du tableau, comme dans cet exemple là, comme vous voyez. Ça y est. Maintenant, on passe à la manière dans laquelle on peut avoir, ou bien on peut savoir comment on peut supprimer un élément d'un tableau. On peut supprimer le dernier élément du tableau grâce à la méthode pop, avec bien sûr des parenthèses. Comme vous voyez là, films.pop, console.log films length, le deuxième ça veut dire, console.log film to. C'est le commentaire qui indique qu'il est undefined. Et notre méthode de suppression c'est splice. Permet de supprimer plusieurs éléments d'un coup. Son premier paramètre est un indice à partir duquel supprimer et le second est le nombre d'éléments à supprimer. Ça y est, comme vous voyez dans cet exemple. Ça y est. On passe maintenant à les fonctions. Les fonctions sont rien à voir avec les tableaux. Ça y est. L'introduction, pour le rôle de, ou bien pour comprendre l'intérêt des fonctions, revenons sur l'intro algorithme de préparation d'un plat de pâtes issu du chapitre d'introduction. Bon, début, sortir une casserole, mettre de l'eau dans cet algorithme, ce sont des méthodes utilisées pour bien préparer un plat de pâtes. Et mettre la casserole sur le four, tant que, etc. Attendre, verser, etc. Ce sont des méthodes qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Donc, on va sur cet exemple. Et voilà la fin de cet algorithme. Ça y est. L'essentiel, c'est que voici le même algorithme écrit d'une manière différente. Début, faire bouillir de l'eau, cuire les pâtes dans l'eau, égoutter les pâtes, assaisonner les pâtes et la fin de l'algorithme.
La première version détaille toutes les actions individuelles à réaliser. La seconde décompose la recette en seules étapes, regroupant plusieurs actions individuelles. Cette version est plus concise et plus facile à interpréter par l'interpréteur dans cette langue qui s'appelle JavaScript. Mais il introduit des concepts relatifs au domaine de la cuisine comme cuire, égoutter, etc. On peut envisager de réutiliser ces concepts pour réaliser d'autres recettes, par exemple la préparation d'un plat de riz. Jusqu'à présent, vos programmes étaient écrits sur le modèle du premier algorithme des actions individuellement ou bien individuelles, qui s'enchaînent. Vous allez maintenant apprendre à les concevoir sous la forme d'un ensemble de sous-étapes. En JavaScript, ces sous-étapes sont appelées des fonctions. Oui. Maintenant, on va voir, ou bien on va découvrir les fonctions. Une fonction est un regroupement d'instructions qui réalise une tâche donnée. Voici un exemple basique utilisant une fonction. Function dire bonjour, console.log bonjour, console.log du programme dire bonjour, console. Et voilà des choses qui sont très très simples, comme vous voyez dans cet exemple. Voyons, on passe pour la déclaration d'une fonction, observons la première partie du programme d'exemple qu'on vient de voir maintenant. Fonction dire bonjour, console, etc., etc. Cet extrait permet de créer une fonction nommée dire bonjour, bien sûr avec des parenthèses. Elle n'est constituée que d'une seule instruction qui affiche sur la console le message bonjour, comme vous voyez sur l'écran. L'opération de création est une fonction s'appelle la déclaration. Voici sa syntaxe. Et la syntaxe c'est l'élément le très important pour la déclaration d'une fonction. Déclaration, c'est le commentaire, etc. Function, ma fonction. Voilà. Et après, ça arrive les fonctions ou bien les instructions de cette fonction. La déclaration d'une fonction s'effectue à l'aide de mots-clés JavaScript, function, suivi du nom de la fonction et d'une paire de parenthèses. Les instructions qui composent la fonction constituent le corps de la fonction. Ces instructions sont placées entre accolade et identité, comme vous voyez sur l'écran, ou bien dans ce dernier exemple. Maintenant, on va appeler une fonction. Voici la seconde partie de notre programme d'exemple. Oui. Console.log, début du programme, dire bonjour, console.log, fin du programme. La première et la troisième instruction affichent les messages dans la console. La deuxième effectue un appel à la fonction dire bonjour, déclaré plus haut. Ça y est, l'appel d'une fonction s'effectue en écrivant le nom de la fonction suivi d'une paire de parenthèses. Ma fonction, comme vous voyez sur la deuxième ligne, dans cet exemple. L'appel d'une fonction déclenche l'exécution des instructions qui la constituent. Puis, l'exécution reprend à l'endroit où la fonction a été appelée. Ce fonctionnement est illustré par le schéma ci-dessous. Voilà. Le programme, c'est un schéma qui résume l'intérêt ou bien le syntaxe ou bien comment on peut de tout ce qu'ils doivent voir ou bien comprendre concernant les fonctions. Voilà le programme entre commentaires, ouais, instruction 1, 2, 3, etc. Ma fonction et voilà le syntaxe. Donc voilà, on a ici la fonction qui est liée avec function, ma fonction, instruction 1 jusqu'à l'instruction n. Et voilà pour le premier que vous voyez sur l'écran, dans cette flèche, représente qu'il y a un branchement vers la fonction qui est là. Par contre, là, on a cette flèche qui représente un retour au programme appelant dans la fonction principale. Ça y est, donc tout ce que vous voyez sur l'écran maintenant, c'est un mécanisme d'appel d'une fonction. C'est la technique qu'on peut utiliser pour appeler à une fonction. Maintenant, on passe à les fonctions anonymes. Il existe d'autres manières de créer des fonctions en JavaScript.
Voici un exemple. Const bonjour, function, prénom, const message, bonjour, le dollar, prénom, etc., etc. Donc return, message, etc. Constant log, bonjour, Thomas, et avec des flèches, avec des signes de commentaires, bonjour, Thomas. C'est un commentaire. Mais bon, la fonction criée ci-dessus est anonyme et directement affectée à la variable bonjour. La valeur de cette variable est donc une fonction. Cette manière de créer une fonction est appelée l'expression de fonction. Voyez? Bon, la syntaxe pour créer une fonction anonyme est l'affecter à une variable et la suivante. Donc, l'affectation d'une fonction à la variable se passe comme celle-là. Const ma variable est égal function param 1, param 2, etc. Instructions peuvent utiliser là et jusqu'à ma variable entre parenthèses arc 1, virgule arc 2, etc., etc., etc. J'espère que vous comprenez un petit peu. Et maintenant on passe. La dernière évolution du langage JavaScript, on a introduit une syntaxe plus concise pour créer des fonctions anonymes. L'exemple suivant est strictement équivalent au précédent. Const bonjour, prénom, rédaction. Const message est égal bonjour, dollar, prénom, etc. Return, message, etc., etc., etc. Cette syntaxe est appelée fonction fléchée. In English, fat arrow function. Et voilà, on a ici l'affectation const ma variable, paramètre 1, 2, 3, etc., etc. jusqu'à ma variable qu'on a vu dans l'exemple précédent. Maintenant, on passe. Dans certains cas particuliers, on peut simplifier la syntaxe de fonction fléchée lorsque le corps de la fonction se limite à une seule ligne. On peut écrire son résultat sans créer de blocs de code avec des accolades. Dans ce cas, l'instruction return est implicite. Lorsque la fonction n'a qu'un seul argument, on peut omettre les parenthèses autour de celui-ci. Par exemple, const bonjour est égal prénom, rédaction bonjour, prénom, const.log bonjour Thomas, avec des accolades bien sûr. Les fonctions sont essentielles en JavaScript et sont utilisées sans cesse. Ça veut dire que ce sont très importants. Les fonctions sont très importantes, très importantes pour ce langage. Maintenant, on va voir comment on peut programmer avec les fonctions. Créer des fonctions avant session. Une fonction peut utiliser les mêmes éléments qu'un programme classique, variable, condition, boucle, etc., etc. Une fonction peut même faire appel à une autre fonction, ce qui ouvre, c'est exactement ce qu'on avait dans les autres langages de programmation, et ce qui ouvre des possibilités infinies pour construire nos programmes. Il convient toutefois de rester raisonnable et de ne pas multiplier artificiellement le nombre de fonctions d'un programme, ce peine de compliquer sérieusement sa compréhension. Il faut mieux essayer de créer des fonctions ayant chacune un rôle bien défini et minimiser les interdépendances entre les fonctions. Utiliser les fonctions prédéfinies en JavaScript sans les nommer sans les nommer. Nous avons déjà rencontré plusieurs fonctions prédéfinies de JavaScript, comme prompt ou alert, qu'on avait dans les codes qu'on a créés tout de suite, tout à l'heure. Ça y est, le langage vous propose un nombre important de fonctions qui répondent à des besoins variés en programmation comme ailleurs. Il est rarement utile de réinventer la roue et il est important de privilégier l'utilisation de ces fonctions existantes plutôt qu'une réécriture manuelle. Ça y est. Maintenant, on va passer à un exemple qui résume tout ça. Offert par JavaScript, etc. Bon, on a le console.log, math.mu, etc. Comme vous voyez sur le programme. Je pense qu'il est un peu clair. Ouais. C'est là. Ou bien celui-là.
plutôt. Bon, la fonction math.min renvoie le minimum du nombre passé en paramètres. Maintenant, on va plus en plus expliquer la syntaxe utilisée dans cet exemple. Bon, la fonction math.random génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Nous découvrirons d'autres fonctions prédéfinies dans la suite de ce cours. Limiter la complexité des fonctions. Ça veut dire que le corps d'une fonction doit garder un niveau de complexité faible et ne pas être trop longue. Il n'y a pas de maximum universel, mais au-delà d'une vingtaine de lignes de code, la question de la décomposition d'une fonction en sous-fonction doit se poser. Bien nommer les fonctions et paramètres. Comme pour les variables, le nommage des fonctions et des paramètres joue un rôle important dans la lisibilité du programme et les recommandations sont les mêmes. Choisir des noms qui expriment précisément le rôle et respecter la norme camel case. Ok? Voilà, maintenant, après avoir ça, on va voir les objets. Ça y est? Introduction. C'est quoi, avant de commencer, c'est quoi un objet? Prenons un exemple très concret. Pensez à un stylo ou regardez celui qui peut être devant vous. Étudions ce stylo. Quelles sont ses caractéristiques? Sa couleur d'écriture, bleu, noir, n'importe quelle couleur. Son type, encre, habit, amine, etc. Son fabricant, etc. Sans oublier le plus important, il permet d'écrire. Notre stylo possède un certain nombre de propriétés qui le caractérisent. Revenons à notre programme. Qu'est-ce qu'un objet informatique? Tout comme ce stylo, un objet informatique est une entité qui possède des propriétés. Chaque propriété définit une caractéristique de l'objet. Une propriété peut être une information associée à l'objet. Exemple, la couleur du stylo, ou une action. Exemple, la capacité du stylo à écrire. Quel rapport avec la programmation? C'est ça le très important. La programmation orientée objet est une manière d'écrire des programmes en utilisant des objets. Quand on utilise la POO, ça veut dire la programmation orientée objet, on cherche à représenter le domaine étudié sous la forme d'objet informatique. Chaque objet informatique modélisera un élément de ce domaine. La programmation orientée objet modifie la manière dont un programme est écrit et organisé. Jusqu'ici, vous avez appris à créer des programmes plutôt basés sur les fonctions. C'est ce qu'on appelle parfois la programmation procédurale. Vous allez découvrir comment les écrire en utilisant des objets. JavaScript et les objets. Quelle est la relation entre les deux? Comme de nombreux autres langages, JavaScript permet de programmer en utilisant des objets. On dit que ce langage est orienté objet. Il faut fournir un certain nombre d'objets ou bien d'objets prédéfinis en permettant de créer les vôtres. Création d'un objet. Voici un exemple. Quand stylo, on a pris un exemple plus simple, très simple. Type B, couleur bleu, marque BIC, par exemple, sans faire la publicité, mais c'est par hasard. Bon, la marque BIC. En JavaScript, on peut créer un objet en définissant ses propriétés à l'intérieur d'une paire d'accolades. Cette manière de créer des objets est appelée syntaxe littérale. Le point virgule après l'accolade fermante est optionnel. C'est très important. Mais il veut mieux prendre l'habitude de l'ajouter systématiquement pour éviter certaines mauvaises surprises dans des cas particuliers. Le code ci-dessus définit une variable nommée stylo dont la valeur est un objet. On dit aussi que stylo est un objet. Cet objet possède trois propriétés, type, couleur et marque. Chaque propriété possède un nom et une valeur et est séparée par une virgule. Ça y est. Maintenant, on a vu comment on peut créer un objet. Et comment on peut accéder aux propriétés d'un objet. Une fois l'objet créé, vous pouvez accéder à cette propriété en utilisant la notation pointée mon objet.maPropriété.
comme vous voyez sur cet exemple. Ça y est, dans cet exemple qui est très très clair, je pense qu'il est clair et j'espère que vous mieux comprendre celui-là. Ça y est, maintenant on passe. Le JavaScript offre même la possibilité d'ajouter dynamiquement de nouvelles propriétés à un objet déjà créé, comme celui-là, comme stylo, type billet, bleu, etc., la marque, etc. On a ajouté la propriété prêt. Stylo.prêt est égal 2,5 dirhams par exemple. Mon stylo coûte 2,5 dirhams, euros, n'importe quoi. Console.log, mon stylo coûte $, stylo, prix, euro. C'est ça la syntaxe plutôt. Maintenant, on va voir comment on peut programmer avec les objets. C'est ça l'élément très important, comme vous voyez sur l'écran. Dans ce jeu de rôle, chaque personnage est défini par de nombreuses caractéristiques. Voici un exemple sur l'écran sur un personnage d'un jeu en ligne multijoueur. Comme je pense que la plupart des Marocains jouent avec des jeux comme ça, comme Free Fire, etc., etc. Mais bon, plus modestement, nous allons modéliser un personnage de notre jeu en le dotant de 3 caractéristiques. Son nom, sa santé, sa force. La création d'un personnage, je vous représente Aurora, le premier personnage de notre jeu, Aurora. Comme vous voyez, 150, la force 25, Aurora c'est le nom. Et Aurora est représenté par un objet Aurora, oui, dans la syntaxe utilisée, ayant 3 propriétés, nom, santé et force. Ils ont chacune une valeur et l'ensemble définissant l'état de notre personnage à un instant donné. Donc remarquons au passage que les propriétés d'un objet peuvent être les différents types. Un objet peut même avoir un autre objet comme propriété, c'est sûr. Aurora s'apprête à vivre une longue série d'aventures dont certains pourront modifier ses caractéristiques, comme dans cet exemple. Voilà, après avoir ça, on a ajouté des trucs comme ça, donc console, aura, point nom, aura, santé, etc., point de levier, etc. Donc, illustré par une flèche. Donc, ce sont des aventures, ou bien, je sais, c'est ça, c'est durant sa vie. Vous voyez? Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est le syntaxe. C'est la syntaxe qui m'attire l'attention. Ça y est? J'espère que vous pouvez comprendre un petit peu. Mais bon, la notion de méthode. Dans notre programme, on remarque que l'instruction console.log, qui affiche les caractéristiques du personnage, est dupliquée, ce qui est une mauvaise chose. Voici comment faire mieux. Ajoute d'une méthode à un objet. Observez l'exemple ci-dessous. Voilà, fonction d'écrire personnage, return, etc., etc. La fonction d'écrire, avec des parenthèses bien sûr, n'utilise que les propriétés d'un personnage qui est passé en paramètre, plutôt que de la définir de manière externe. Nous pouvons l'ajouter à la définition de notre objet sous la forme d'une nouvelle propriété dont la valeur est une fonction. Voilà, observez attentivement les différences avec le précédent exemple. L'objet Aurora possède à présent une nouvelle propriété nommée d'écrire. La valeur de cette propriété est une fonction qui renvoie la description du personnage sous forme textuelle. Le résultat de l'exécution est exactement le même que précédemment. Une propriété dont la valeur est une fonction est appelée une méthode, et une méthode permet de définir une action pour un objet. On dit également qu'une méthode ajoute à cet objet un comportement. Appelé d'une méthode sur un objet. Intéressons-nous à la dernière ligne du programme précédent, console.log, aura, d'écrire, etc. Pour obtenir la description d'un personnage, on utilise maintenant l'expression aura.décrire, plutôt d'écrire aurora. Cette différence est essentielle. Comme vous voyez là, syntaxe comme ça. Ça y est.
Bon, pour appeler une méthode nommée ma méthode sur un objet mon objet, on utilise la syntaxe mon objet.maméthode. Ça y est. Donc, et faites attention à les parenthèses, il ne doit pas les oublier. Ça y est, on passe à le mot-clé this. Observez maintenant le corps de la méthode d'écrire. Donc, notre objet aura. On passe directement à this qui est là. Donc, return this non, this sont, this force. Ça y est, un nouveau mot clé y apparaît, c'est this, et est défini automatiquement par JavaScript à l'intérieur d'une méthode et représente l'objet sur lequel la méthode a été appelée. La méthode d'écrire ne prend plus de personnages en paramètres, elle utilise this pour accéder aux propriétés de l'objet sur lequel il a été appelé. Ça y est. Après voir tout ça, on passe maintenant à les événements. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait auparavant. Et on passe maintenant à les événements. Qu'est-ce qu'un événement? Un événement est une réaction à une action émise par l'utilisateur. Quand par exemple le clic sur un bouton ou la saisie d'un texte, ou bien dans un formulaire, ou bien d'autres trucs comme ça. Un événement en JavaScript est représenté par un nom-clic mozmorph est une fonction que l'on nomme une callback. Un événement est par défaut propagé, c'est-à-dire que si nous n'indiquons pas à l'événement que nous le traitons, il sera transmis à l'élément parent, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément racine. Cette fonction callback, c'est nous qui allons la spécifier. Il sera appelé à chaque fois que l'action que l'on désire suivre est exécutée. Cela signifie que si l'on désire suivre le clic sur un élément, notre fonction sera appelée à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur cet élément. Réagissez lors d'un clic sur un élément. L'événement on clic. Admettons que vous vouliez réagir à un clic sur un lien, vous allez tout d'abord devoir récupérer l'élément qui correspond à votre lien, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, vous allez appeler la méthode élément.add event listener click on click. Directement sur cet élément on click correspondant à la fonction que vous allez définir et qui sera appelée à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur votre lien. C'est donc vous qui choisissez ce que vous souhaitez faire. Récupérer des informations depuis un serveur, afficher un message, etc. Le comportement par défaut de l'élément actionné sera tout de même exécuté. Ainsi, s'il y a un clic sur un lien, vous pouvez donc, dans votre fonction de callback, faire en sorte d'afficher un message, mais le navigateur va ouvrir le lien. De la même manière, si le clic se fait sur un bouton de validation de formulaire, celui-ci sera envoyé. Il est possible de désactiver ce comportement par défaut. C'est ce que nous allons voir juste après. Mais avant, voyons un petit exemple. Là, donc comme vous voyez là, on a const else document.getElement byte mon lien, détecter le clic, else add event listener function. Donc c'est exactement ce qu'on a vu auparavant. Ça y est, on passe. Prevent default. Comme vous avez pu le voir, si vous avez essayé de réagir au clic sur votre lien, votre fonction est bien appelée. Mais la page change. En effet, il s'agit d'un lien et dès que l'on clique sur un lien, le navigateur nous redirige sur la page vers laquelle il pointe. Mais il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous vous rappelez de votre fonction de callback, celle qui est appelée lorsque l'utilisateur clique sur le lien. En fait, il prend un paramètre. Ce dernier correspond au contenu de l'événement qui vient de se produire. Il nous met à disposer quelques fonctions et propriétés intéressantes. Nous verrons plus en détail comment fonctionne cet objet dans le prochain chapitre. Mais sachez déjà qu'il contient une fonction prevent default qui fait exactement ce que l'on veut. En appelant cette fonction dans votre callback, vous demandez au gestionnaire des événements de ne pas exécuter le comportement par défaut de votre élément, qui est la redirection vers une autre page pour un lien.
Et cela marche aussi pour d'autres types d'éléments que ce lien. Cette même façon exécutée pendant un événement en submit sur un formulaire empêchera le formulaire de s'envoyer au serveur. Par exemple, si on reprend notre exemple précédent, voici comment empêcher notre navigateur de changer de page quand on clique sur le lien. Voilà la syntaxe. C'est celui-ci que vous voyez sur l'écran, mon lien, etc. Donc, else.add listener, prevent default, etc. Stop propagation. De la même manière que prevent default, stop propagation est une fonction de l'objet que votre fonction reçoit en paramètre. Son rôle est par contre très différent, car il ne permet d'empêcher la propagation de l'événement vers son parent. En effet, lorsqu'un événement est déclenché, il est d'abord reçu par l'élément cible, mais il est ensuite remonté vers les éléments parents qui sont aussi dans la cible. Avec stop propagation, vous pouvez ainsi empêcher que d'autres éléments reçoivent l'événement. Et voilà encore la syntaxe utilisée dans cette méthode de stop propagation qui est bien sûr là. Ça y est, on passe. Maintenant, après avoir ça, on passe à la conclusion. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit auparavant. Et on passe. La conclusion. Voici une petite synthèse de ce que vous venez d'apprendre pour faire un petit rappel. Donc, un programme est une liste d'ordres donnée à un ordinateur. Le rôle de programmeur est d'écrire des programmes qui produiront de manière fiable les résultats attendus. Parmi les nombreux langages de programmation existants, JavaScript se distingue par son universalité. Historiquement associé au monde du web, parce qu'il est lié de manière très proche avec le web, il est maintenant présent partout, des serveurs aux applications mobiles, en passant par les objets connectés. Un programme JavaScript est une suite d'instructions rassemblées dans un fichier portant l'extension .js. On peut le tester depuis un navigateur web, comme j'étais dit dans le vidéo dans lequel j'ai bien expliqué les codes, etc. En ouvrant une page HTML qui charge de ce fichier. Dans un programme, on mémorise des valeurs en les stockant dans les variables. Une variable est un conteneur d'informations. Le type d'une valeur détermine son rôle et les opérations qui lui sont applicables. Les principaux types de base du langage JavaScript sont nombre, chaîne de caractères, booléen et objet. On utilise l'instruction F pour exécuter les instructions en fonction d'une condition, vraie ou fausse, et l'instruction switch pour exécuter un groupe d'instructions parmi plusieurs. On peut répéter les instructions en les cliquant dans une boucle while ou dans une boucle for. La création d'une fonction permet d'isoler un ensemble d'instructions qui réalisent une tâche donnée. Une fonction peut être appelée depuis n'importe quel emplacement du programme, rendant le code source plus modulaire. Une fonction peut recevoir des informations sous la forme de paramètres et renvoyer ou non une valeur de retour. Les tableaux permettent de regrouper des données comme les caractères d'une chaîne. Les éléments d'un tableau sont identifiés par un indice débutant à 0. La programmation orientée objet consiste à écrire des programmes en utilisant des objets. Un objet à JavaScript est constitué d'un ensemble de propriétés, comme j'ai dit auparavant. Une propriété est une association entre un nom, une valeur, etc. Lorsque sa valeur est une fonction, on dit que la propriété est une méthode de l'objet. JavaScript utilise les prototypes pour définir les méthodes et partager les propriétés entre objets. Il s'agit d'une spécificité de ce langage. Depuis la version ES 2015, il est possible d'utiliser les classes de manière similaire à d'autres langages. Et voilà la fin de notre travail. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit et parce que j'ai bien détaillé tout ça.
Et merci à votre attention, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà les liens, ou bien les références qu'on a utilisées pour savoir toutes ces informations. Et voilà, à la prochaine.